Et vous avez même le droit de ne pas me poser la question. Voilà, merci. Excusez-moi d'avoir été trop long. Bravo. Merci professeur. Je prends le relais de Cécile juste 2 minutes pour rappeler peut-être que nous avons souhaité mettre cette conférence au chapitre de la Semaine européenne du développement durable, pile cette semaine. Voilà, donc c'était une occasion pour marquer le coup. Et puis également, c'est un peu le lancement de la semaine... J'ai un collègue de l'Union européenne qui va peut-être m'aider parce que j'ai le mot en anglais qui me vient, mais c'est la semaine diplomatique sur le climat, quelque chose comme ça. Diplomatic Week, climat, Diplomatic Week. Voilà, qui tombe un peu plus loin dans le mois de juin. Donc cette soirée, c'est un peu l'ouverture de ce que l'on va faire entre Européens avec la délégation de l'Union européenne et les différents États membres présents au Laos. Voilà, merci encore d'être venus très nombreux. Et donc maintenant, place à l'échange avec la salle. Le professeur donc répondra à mesure du possible, s'il n'y a pas de colle. En fait, je voulais savoir quelles pistes vous proposez pour passer de la théorie à la pratique, surtout dans un pays comme le Laos où la culture de l'eau déjà compliquée, etc. Et je voulais savoir, oui, comment transmettre en fait ces connaissances scientifiques. Comment les faire aussi accepter aux paysans, comment adapter en fait ces techniques à leur mode de vie, à leurs habitudes cultivées. Et aussi, est-ce que ce modèle agricole est destiné plutôt pour l'agriculture familiale ou c'est destiné à l'agriculture nucléaire et aussi quel lien on peut faire avec la production et le marché Très bien, donc c'est une multitude de questions. Je vais essayer de répondre dans l'ordre. La première, c'est le passage de la théorie à la pratique. C'est une question un peu plus légitime. L'agroécologie, elle repose quand même sur des principes fondamentaux théoriques. Et vous avez eu le droit à ce petit quart d'heure de théorie de l'agroécologie absolument insupportable. Mais la question, effectivement, maintenant, c'est comment on le met dans le concret, dans des écosystèmes tous différents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, certes, l'idée d'avoir des associations végétales est un principe quasi universel. Mais maintenant, quelles plantes associées dans un même espace? Il faut déjà connaître la disponibilité en eau, il faut connaître le climat, il faut connaître la profondeur des sols, il faut connaître s'il y a une croûte de battant, il faut connaître une foule de choses. Donc la première chose qu'il nous faut prendre en compte, c'est l'analyse diagnostique, ce que nous on appelle les systèmes agraires locaux. Et vous savez ce qu'il ne faut pas faire? C'est, je suis bailleur de fonds, je vais parler avec prudence, je vais demander à 10 experts, parce qu'il faut être pluridisciplinaire, un pédologue, un sociologue, un ethnologue, un malherbologue, etc. Et je vais leur demander pendant 15 jours d'aller visiter et de faire leur rapport. Ça, oubliez, vous êtes en train de perdre de l'argent, ça ne sert à rien. Le pédologue va vous raconter le sol, l'écologue va vous raconter l'écosystème, l'anthropologue va vous raconter les tabous, et on ne saura rien. Non, vous mettez des étudiants, voilà, c'est pas cher, vous leur donnez une obligation de résultat, vous demandez à un prof qui met la note, si c'est pas bon, on met des mauvaises notes. Et puis vous leur dites, voilà, vous allez 6 mois en conditions difficiles, et vous allez nous rendre compte de la réalité de cet agroécosystème, et de comment effectivement on peut. Alors, rassurez-vous, cette pratique de l'emploi d'étudiants, stagiaires, et c'est pas que un caprice de Parisien qui de temps en temps envoie ses sols. Non, c'est Nabon. C'est Nabon qui envoie ses étudiants et fait faire des stages de longue durée pour cueillir ses analyses diagnostiques. Et je ne vous cache pas, bon, vous avez peut-être rendu compte, je ne suis pas modeste. Et puis peut-être qu'au CCN non plus, on n'est pas trop modeste. Mais honnêtement, les plus beaux projets que je crois que nous avons réalisés, pour lesquels parfois il y a quand même de bonnes appréciations, c'est des projets de petites ONG. Vous savez comment ça a commencé? On a mis des étudiants en stage et on leur a donné une obligation de résultat. Voilà. Et ça marche. Le contact un peu prolongé, le respect à l'égard des gens,
l'observation des végétaux, l'observation, etc. Ça remplace, alors évidemment, il faut le faire avec méthode. Il y a des méthodes d'analyse diagnostique du système agraire qui sont enseignées, je vous le dis tout de suite ici à la faculté d'agronomie, mais oui, ça a besoin de méthode, mais il y a aussi besoin de temps. Vous savez, si en 15 jours, vous faites un calcul économique, oh je suis pressé, l'agriculteur, alors combien vous gagnez? Vous êtes sûr d'avoir la réponse? Ouais, bah, écoutez, hein, si on demande tout de suite le revenu comme ça, alors qu'on ne se connaît toujours pas, vous avez toutes les chances d'avoir que des erreurs. Même moi, je ne parviens pas à dire mes revenus dans les 15 jours. C'est vous dire. Alors, c'est cette familiarisation, c'est cette confiance réciproque. Certes, entre des gens qui regardent de l'extérieur, ça n'exclut pas ce qu'on appelle les diagnostics participatifs. Mais dans le participatif, il faut savoir qui participe à quoi. Les paysans ont leur propre diagnostic. Ils ont peut-être besoin d'un diagnostic extérieur. C'est l'idée d'avoir des martiens, des gens très extérieurs, des étrangers. Ils ne partagent pas du tout la même culture. Les paysans, ils vous parleront de ça réchauffe les sols. Le scientifique, il va parler de cations échangeables, d'ouverture des stomacs. Autant de choses, c'est incompréhensible. Évidemment, on ne partage pas les mêmes cultures. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à nous dire si nous sommes les uns et les autres respectueux. À la limite, je ne vois pas pourquoi les paysanneries pauvres devraient être exemptés du droit à avoir un audit extérieur de scientifiques qui peuvent donner une vision objective parce qu'ils ne sont pas impliqués dans les questions. Et si on peut leur donner ça accessible à un prix pas trop élevé pour faire un diagnostic intelligent, moi, je suis pour. Mais, et la participation, c'est même quand les jeunes qui quittent leur stage, je veux dire, ils ont une obligation de résultat. Parce qu'ils disent, voilà ce que je crois avoir compris. Moi, c'est ma première démarche. Mais on n'a pas à rougir. Il y a déjà des projets, y compris ici, au Laos, pour lesquels, honnêtement, cette méthode, elle a été très utile. Alors la formation, à l'égard de ce que je raconte, notamment en monde paysan, c'est des thèmes que vous connaissez qui sont très, j'en dis de paysan à paysan. C'est-à-dire l'erreur des agronomes, même je parle. Alors est-ce que je vais raconter, mais les gens vont dire que je radote. Vous savez qui? On va parler de formation, de paysans. Je voudrais aussi vous parler de formation d'agronome. Savez-vous qui m'a enseigné et m'a fait comprendre ce qu'était un coup d'opportunité en économie? Eh bien, écoutez, des femmes, malgaches et analphabètes. Je devais leur enseigner de repiquer le riz en ligne bien droite. Perte de temps. Parce que dans une rizière, repiquer le riz en ligne bien droite, oula, c'est une perte de temps. Mais évidemment, je leur enseignais qu'entre les lignes, elles pouvaient désherber vite. Parce qu'avec une petite roue à dents, on passait, et hop, la mauvaise herbe était évincée en un temps. Désherbage plus précoce, accroissement de rendement. Temps perdu au repiquage, ah oui, mais beaucoup plus gagné au désherbage. Vous gagnez en rendement, vous gagnez en productivité du travail, c'est la technique améliorée. Et ces femmes malgaches, analphabètes, mais elles ont refusé l'enseignement de M. Dufumier. Et vous savez, il est susceptible. Hein. Alors évidemment, il faut comprendre, mais la compréhension, c'est que quand on demandait aux femmes de repiquer en ligne droite, leur époux était en train de récolter 15 km plus loin, du café. Et plus tardivement elles terminaient le repiquage, plus tardivement elles allaient rejoindre leurs époux pour récolter le café. Et plus elles les rejoignaient rapidement, plus il y avait de cerises de café qui étaient tombées à terre, perte de revenus. Le coût d'opportunité, le coût de l'occasion perdue, aller revoir leur mari plus vite pour les aider, était considérable. Et personne ne m'avait jamais enseigné ça. Alors je peux vous assurer, là maintenant les étudiants, ils y ont le droit. Hein. Ça, c'est terminé. On arrête ce cirque. Mais qu'est-ce que c'est l'idée que les agronomes savent ce qui est meilleur? Quand je vous ai dit, on va mettre des guillemets améliorés. On a mis une variété capable de donner de très hauts rendements à l'hectare. Et voilà qu'on la qualifie d'améliorée. Mais meilleur pour qui? Meilleur dans quelles conditions? On ne sait même pas encore à qui ça s'adresse, on est déjà le meilleur. J'ai un collègue dans mon établissement, il fait de la génétique, il fait ce qu'on appelle l'amélioration variétale. Et quand je le vois à la cantine pour qu'il me déteste, je lui demande, alors comment va Dieu? Pour ceux qui croient en Dieu. Alors, il dit, mais pour moi, tu vois, tu connais la mauvaise herbe, le mal. Toi, tu connais la variété améliorée, le bien. Si tu connais le bien et le mal, tu dois être plus proche des dieux. Il ne supportait pas.
Mais j'étais en train de lui dire, ne l'oubliez quand même pas, encore aujourd'hui, nous parlons, nous scientifiques, avec des jugements de valeur dans un discours scientifique qui n'a aucune raison d'être. Enseigner l'amélioration variétale dans l'absolu, parler de variété améliorée, dire qu'améliorer un rendement, c'est toujours l'accroître. Alors que parfois améliorer un rendement, c'est diminuer un peu, diminuer encore davantage les coûts et accroître la valeur ajoutée. Bon, alors on arrête ce cirque, les scientifiques, terminer les jugements de valeur dans les discours scientifiques, croire que c'est nécessairement le scientifique qui forme les paysans, alors que moi j'ai vu des paysans me former, moi, agronome. Non, c'est les échanges. Les échanges de gens qui ne partagent pas forcément les mêmes cultures. Il y a une culture scientifique, il y a une culture pragmatique, empirique, mais qui a quand même résulté, il y a même des tabous, des slogans, des proverbes que les agriculteurs s'enseignent d'une génération à l'autre, parce que justement c'était efficace. Évidemment, c'est des images, mais écoutons-les, ces discours. Peut-être que je ne crois, j'ai pas, nul parmi les paysans m'ont demandé de croire dans leurs discours et leurs tabous. Mais j'essaie déjà de comprendre pourquoi il s'est perpétué. Respect à l'égard des paysanneries. Puis après, de paysan à paysan. Hein. Si on peut s'échanger à travers des séjours, mais l'expérience est en Haïti, je vois des paysans semer justement des haricots sous des bananeraies. Alors, le haricot est une légumineuse, la bananeraie, association végétale, ça j'étais déjà familiarisé. Mais je voulais savoir si il semait les haricots sous la bananeraie, parce que sous l'ombrage, il y a moins de bruche pour attaquer la légumineuse. Et je lui demande pourquoi vous semez les haricots. Il me dit parce que j'ai mis les cochons. Alors, rotation, cochon, légumineuse, dans les livres d'agronomie, vous ne trouverez pas souvent. Et je lui demande, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les cochons? Et là, il m'enseigne, parce que les cochons ont bouffé les limaces et les escargots, et comme ça, les limaces et les escargots ne vont pas bouffer mon haricot. Alors ça y est, de nouveau, je redeviens intelligent, et je comprends. Et puis je lui demande, mais c'est savant là, et depuis quand? Il a dit, mais attendez, agronomie, vous ne vous souvenez pas, il y a 3 ans? Il y a 3 ans, je faisais un cours anti-érosif dans une autre région, et pendant que moi je faisais des cours, lui il bavardait avec ses voisins, il avait beaucoup plus appris. Non mais, il faut être honnête, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, la dernière question, alors c'était les marchés et autres. Oui, là il y a besoin parfois Alors, déjà, diversifier les cultures, c'est se prémunir contre les aléas du marché, pas seulement contre les aléas économiques. Mais oui, il nous faut effectivement, et là les paysans y ont rarement accès, mais même dans l'étude des marchés, pour savoir s'il y a un avenir à ces plantes qu'on va associer, il y a encore des erreurs qui sont faites. Il y a évidemment le conjoncturel, la spéculation sur les marchés à terme. Mais on oublie, surtout quand c'est des plantes pérennes, surtout quand c'est des arbres. Je pense les BA, je pense le panier à huile, je pense parfois les cacaoyers, les caféiers. On ne peut pas faire un projet qui engage des paysans sur 30 ans avec un arbre si on ne s'interroge pas sur quel sera le prix dans 30 ans. Et là, excusez-moi, alors évidemment on ne connaît pas. Mais par contre, s'interroger, vous savez, ça monte et ça descend. Chaque fois que ça descend, il y a des agriculteurs moins compétitifs dans le monde qui abandonnent. Et en définitive, le prix mondial, sur la longue durée, j'entends, évidemment dans la conjoncture, c'est l'offre et la demande, mais sur le long terme, c'est l'offre du plus compétitif. Et là, oui, il faut aller regarder ailleurs. Alors nous, on appelle ça agriculture comparée, dans notre discipline à Paris. Comparer les agricultures avec l'idée de prospective. C'est-à-dire, où le café va-t-il devenir le plus compétitif dans les 30 années qui viennent? Et pourquoi? Est-ce que c'est la transgénèse? Est-ce que c'est l'agroécologie? Quels sont les éléments qui font que tel pays va gagner en compétitivité dans les 30 ans? Mais si moi je ne fais pas ce job, je suis un traître. Là, je suis désolé, les paysans n'ont pas la capacité d'aller voyager à l'étranger pour aller voir. Je pense que oui, si on ne raisonne les prix, les perspectives de marché que sur des considérations conjoncturelles, nous sommes méchants. Nuls et méchants. Je ne règle pas des comptes, hein. Un peu quand même. Autre question? Vous avez le micro, allez-y. Oui, agroécologie, comme tu l'as expliqué, c'est un savoir scientifique et puis ancien aussi. Hein, ancien, c'est-à-dire qui est issu des pratiques des agriculteurs depuis des générations, et pourtant, qui est très à la vogue dans certains pays, plutôt à l'ouest en fait,
dans les pays du Nord, à l'Ouest et au Nord, donc avec la permaculture, et puis on a vu, il y a des espoirs quand même, de l'espoir, avec des initiatives locales. On a connu, il y a le film, je ne sais plus comment il s'appelle, qui montrait que, oui, dans des friches industrielles, donc des gens qui n'avaient plus de ressources se sont mis à cultiver et à subvenir à leurs besoins. Par contre, en Asie, notamment en Chine et au Laos, ça serait plutôt le contraire. Je pense que tu as parlé avec raison de pratiques agricoles, donc agroécologiques, qui est très moderne et scientifique, mais ce n'est pas toujours la vision qu'ont les politiques. Alors c'est là que je vais poser une question un peu embêtante, c'est-à-dire comment convaincre les politiques que c'est une solution, parce que c'est l'inverse qui se passe. Hein. Je parlais de la Chine, il y a 20 ans, il y avait des pratiques agroécologiques qui étaient issues de siècles de développement et de savoir-faire avec du compost, comme il n'existe nulle part, des associations de culture, de la meilleure utilisation de l'énergie solaire, et au Laos aussi, hein, dans les parcelles de défriche brûlées, on a vu des associations de culture qui étaient aussi qui avaient pour but aussi d'utiliser une énergie solaire au maximum, avec un optimum. Donc par contre, je vois la destruction, depuis 20 ans, 30 ans, on voit la destruction de ce système, avec l'installation d'une agriculture dite intensive, mais qui envoie les personnes aussi en ville. Donc en Chine, c'est le cas à l'heure actuelle. C'est peut-être le cas au Laos, d'une certaine façon. Donc tu parlais aussi de retarder le plus possible l'exode rural. En ce moment, c'est le contraire, ce qui se passe en Asie. Et c'est voulu. Donc comment parler politique? C'est ça la question. Voilà, donc c'est vachement sympa. J'avais dit, si vous pouviez m'éviter la question politique, et hop, elle m'arrive dans les gencives, comme vous venez de le voir. Alors je vais essayer de répondre en 2 temps. C'est une longue pratique que l'agroécologie, enfin ça a inspiré en tout cas des pratiques anciennes. Je pense que c'est une idée qu'il nous faut retenir. L'agriculture moderne de demain, on va bien parler d'une agriculture de l'avenir, hein, on a bien des perspectives pour le futur, va devoir impérativement récupérer des variétés anciennes, des végétaux, peut-être même des races animales anciennes, parce que dans certains pays où on a trop pratiqué l'agriculture industrielle, sachez que déjà parfois ça a disparu. Donc regarder dans le passé et récupérer ça, oui, ça va être utile. Récupérer des savoir-faire anciens, y compris portés par des discours qui peuvent paraître ésotériques à l'agronome, mais qui se sont peut-être imposés parce que ça faisait que la pratique était quand même transmise d'une génération à l'autre. Je pense aussi qu'il nous faudra regarder ça. Mais il va de soi que cette agriculture, même si elle récupère des variétés et des savoir-faire anciens, l'agriculture inspirée de l'agroécologie de demain ne va pas répéter ce que faisaient nos parents anciennement. On va innover et faire moderne, y compris nos grands-mères ne connaissaient pas les champignons mycorhiziens. Donc il est clair que s'intéresser à la prolifération de champignons mycorhiziens à travers des purins, à travers des techniques parfois un peu étranges, qui en tout cas pour l'agronome paraissaient autrefois étranges, on disait c'est la fertilisation homéopathique. C'était pas la fertilisation, c'était des spores de champignons mycorhiziens. C'était pas du phosphore, du potassium. Le discours était incompréhensible. Mais on découvre aujourd'hui que ça avait peut-être des fondements. Alors là, on va devoir aller là-dedans. Et donc oui, l'agriculture moderne de demain va devoir expérimenter et s'interroger sur les expériences de paysan à paysan, comme on vient de le dire. Ça, je n'en doute pas un seul instant. On trouve ça aujourd'hui, effectivement, c'est très juste, dans certains pays d'agriculture industrielle. Aujourd'hui, on voit un retour, c'est pas seulement un retour, parce qu'un retour, ça fait retour en arrière, mais un progrès qui s'inspire du passé et qui invente la permaculture qu'on a vu tout à l'heure et ailleurs. Alors ici, il y a quand même des expériences réussies. Je montrais la cardamome sous couvert forestier, mais dans d'autres endroits, c'est quand même le mûrier à papier. Des endroits où les paysanneries ont inventé des agricultures qui n'étaient pas celles de leurs grands-mères, qui n'étaient pas celles de leurs grands-parents, mais qui inventent et c'est respectueux des écosystèmes. J'observe souvent que c'est quand même quand il y a des petits projets, quand il y a eu la chance de pouvoir commencer expérimentalement avec les paysans, avec une évaluation faite aussi par les paysans et pas seulement par des experts de passage, il y a parfois des leçons d'ordre général dont on peut tenir.
j'ai cru comprendre que ce qui était un peu novateur quand on avait démarré un projet dans l'extrême nord de la province de Foncali, du pays, je sens que ça se développe dans d'autres régions. Alors après, évidemment, l'autre question, c'est, bah oui, mais s'il y a des gens qui disent, on va faire des concessions, des plantations d'EVA à tel endroit, comment convaincre? Il y a des arguments qui peuvent ne pas manquer. Hein. Quand il y a des plantations d'EVA qu'on ne récolte plus le caoutchouc, parce que le cours du caoutchouc s'est effondré, la démonstration que la monoculture, c'est pas résilient, elle est faite. Hein. Moi, si vous voulez, je dis bien deux choses. Hein. Que des sociétés paysannes peuvent avoir besoin de martiens scientifiques ou même de martiens étrangers qui, éventuellement, parce que justement ne sont pas impliqués dans les choses, peuvent dire comment ils comprennent les choses de façon peut-être un peu objective, parce que scientifique et parce que pas impliqués dans les problèmes, mais la décision politique, elle appartiendra toujours aux sociétés en question. Hein. C'est pas le scientifique qui va devenir scientocrate, justement le scientifique qui prend le pouvoir à la place du politique, c'est celui qui dit ce qui est meilleur. Arrêtez d'améliorer. Ça, c'est insupportable. On n'a pas à dire, ni à des gouvernements, ni à des autorités locales, ni à des paysans, ce qui est meilleur pour eux. C'est eux qui nous écoutent, on est compréhensible ou pas, et puis on expérimente, et puis après, non. Je pense que la meilleure des convictions, c'est que les décideurs politiques aillent voir sur le terrain, oui, c'est des choses qui méritent, c'est vrai, ça ne se prête pas tout à fait à des inaugurations formelles avec flonflon, j'en conviens. Mais il n'y avait pas d'attaque contre aucun personnel diplomatique éventuellement présent dans la salle. Thank you very much, Professor, for giving the very interesting presentation. And I have a question which link to the political elements, but as you mentioned already, that question or this may not be answered. But I would like to tell you that the issue of Laos, particularly, that it's linked to the politician, because many NGOs in Laos support the organic farmings and agroecology farmings systems to the communities, which they follow the guidance or the principle that INGOs support. However, given the pressure, or not pressure, the government strategies in terms of promoting the commercial production of agriculture, that's the affect the modalities of INGO support. This is an issue in Laos, and farmers follow the resolutions of the government to do, because they want to earn more money. As what we support is help. They earn the money, but not as far as they use the chemical one. This is the problems, particularly in the northern provinces, which we try to combat this. Not only INGO but also other development partners and donors try to do this, which is against the government policy. So how professionals see this? How could we improve, or how can we influence the government in terms of seeing the needs of the community? Because Professor highlighted that the consequence of residues would affect the people's health, and cancers will happen a lot in Laos and in neighboring countries, for example. So this is our future problem. Our generation, this would be affected by these problems. In addition to that, the contract farmings provided by Chinese company in the northern provinces is very widespread. That's the issue. Thank you so much. Oui, merci pour votre question. C'est amusant parce que vous parliez des problèmes ici au Laos et je croyais que vous étiez en train de parler des problèmes en France. Parce que c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Par exemple, j'ai un ministre, on vient de changer de gouvernement, mais jusqu'il y a récemment, il y avait un ministre de l'Agriculture. La France doit devenir leader en agroécologie.
Et puis, j'ai découvert que parce qu'il y avait du contract farming, parce que, effectivement, c'est l'économie et le pouvoir d'achat, et les gens veulent gagner de la monnaie, et ben, j'ai découvert que l'agroécologie telle qu'elle était annoncée par nos politiques n'était pas totalement l'agroécologie telle qu'on pourrait très utilement la pratiquer. Je crois que ce que vous avez dit là, c'est dans tous les pays. Parfois, l'écart qui existe entre la sphère politique qui raisonne macroéconomie, mais qui oublie ou ne fréquente plus assez le terrain pour prendre en considération les problèmes concrets de la paysannerie. Il n'y a pas qu'au Laos. Je peux vous assurer, j'ai vu ça dans mon pays aussi, et dans beaucoup d'autres pays étrangers. C'est hyper fréquent. Donc c'est ce retour d'interaction entre des expériences de terrain, portées ou pas par des ONG, des NGOs, ou pas, mais les expériences paysannes et les politiques qui sont parfois très éloignées, mais c'est bien dommage. Parce que je peux vous assurer que si dans les négociations internationales sur le réchauffement climatique, les pays du Sud, les gouvernements, donc les pays du Sud qui gèrent ça, ce n'est pas les paysanneries qui sont dans ces conférences, mais si elles pouvaient prendre en compte l'intérêt de leur paysannerie et faire en sorte que ces paysanneries qui ont besoin d'argent, effectivement, font ce qui leur rapporte le plus. Ça, que le raisonnement d'un paysan soit un raisonnement économique et parfois à la recherche d'une rémunération avec une agriculture éventuellement contractuelle, eh bien écoutez, je pense que les pays du Nord, on les ferait payer la séquestration du carbone dans les choses, et le carbone qu'on ferait payer aux pays du Nord pour que les pays du Sud et les paysanneries soient correctement rémunérés, ce ne serait pas les déforestations évitées, ce serait le carbone que les agriculteurs vont implémenter, qui sert à leur humus. C'est-à-dire que, travaillant pour leur intérêt privé, ils auraient en plus une rémunération, puisqu'ils nous rendent service pour l'intérêt général. Regardons concrètement les convergences qu'il y a entre des problèmes internationaux tels que le réchauffement climatique et l'intérêt du paysan qui a intérêt à avoir de l'humus dans ses sols. Vous allez voir, on pourrait rémunérer des services environnementaux auxquels l'agriculteur adhérerait. Imaginez, c'est pas le Laos, c'est la France. Imaginez qu'en France, notre gouvernement dise on taxe les engrais azotés de synthèse, on double le prix, 100%. Dans l'année d'après, on peut les planter des légumineuses. Donc, il ne faut pas forcément une politique d'être derrière des paysans pour refaire une politique. Il faut parfois comprendre que les paysans travaillent effectivement pour gagner leurs revenus et on crée des rapports de prix qui font qu'effectivement, travaillant pour leur intérêt privé, ces gens-là travaillent pour l'intérêt général. Mais oui, les services environnementaux, agricoles, agroécologiques, qui satisfont à la fois les revenus d'agriculteurs et l'intérêt général, on pourrait aller très, très, très vite. Et je vous assure, chaque fois, dans les conférences des partis, qu'on appelait COP21, COP22, à chaque fois, j'entends qu'au nom du libre-échange, au nom de la non-distorsion, de concurrence sur le marché mondial, la question de l'agriculture ne doit pas servir à rémunérer les paysans, ce serait des distorsions à l'égard des négociations de libre-échange. Les gens qui disent des choses comme ça, c'est d'une méchanceté. C'est d'une méchanceté. On est méchant avec les paysans, on est méchant avec l'intérêt général. Non, il faut que les services environnementaux dans chacun des pays soient rémunérés à la hauteur des services rendus. Et peut-être même, dans ce qu'on appelle la dette écologique, on peut demander peut-être aux pays industriels d'apporter leur contribution, mais sur des mesures qui soient d'emblée efficaces pour les paysans. Oui, les politiques de tous les pays du monde sont beaucoup trop, ou presque, sont beaucoup trop éloignées de la réalité. Les expériences de la paysannerie, des organisations, etc., sont presque jamais prises en compte au moment de la définition des politiques, ou jamais prises en compte au-delà de discours. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde discours d'agroécologie. Tout le monde. Mais après, je suis désolé, même en France, j'attends de voir. Well, thank you, Mr. Professor. Let me speak in English because I try to listen to you in France. But it's better to speak English. So I have a question regarding to the seed. Because in this we feel that a lot of traditional seed
organic seed has been disappeared and has been replaced by the GMO, which has become more threatening for the farming system. So how do we really sort of convince, I would say, not only private sector, also the farmers, to use the organic seed rather than GMO? So that's one question. And the second question, because I believe that the farmer have such rich knowledge how to cultivate, how to do farming by their own, but the knowledge that they have is just systematized or recognized as scientifically by institution. So how do we really package the traditional knowledge of the farmer to become a course, model whatever that student can learn from? What I can see right now, yes, we send the stagiaires, volunteers or whatever internship to learn from the farmer, but never ever to sort of package the knowledge of the farmer to become a training model in the institutions. So that has to be sort of, instead of farmer should be the trainer, not the provider of some kind of information to the student or teachers and so forth. That is my questions. Thank you very much for your experience. Oui, merci. Alors la question des semences, et derrière les semences, le choix des variétés, c'est un peu la même question. Elle est fondamentale et c'est pour ça que je commençais un petit peu sur la recherche génétique classique qui mettait ces variétés au potentiel génétique de rendement, sélectionnées dans leur station expérimentale, toutes choses égales par ailleurs, sans insectes, sans champignons, et donc avec les insecticides, etc. L'erreur, quelle était-elle? C'était pas qu'il fallait accroître les rendements et qu'on pouvait s'intéresser à l'accroissement des rendements. L'erreur, ça a été de dire la génétique est le facteur limitant, tout le reste doit suivre. Alors ça, très clairement, à partir de maintenant, c'est terminé. Le rendement ne sera pas le rendement d'une culture, ce sera le rendement d'un environnement. Là, il y a une rupture, alors les scientifiques aiment bien un changement de paradigme, rupture épistémologique, qu'importe les mots que nous employons, mais c'est une rupture dans la façon de concevoir ce que sera la sélection de nouvelles variétés et donc de nouvelles semences dans l'avenir avec la pratique ancienne que j'ai dénoncée avec tous ces dégâts. Mais il est clair que, et je l'ai déjà un petit peu dit, il nous faudra sans doute récupérer quand même des variétés en voie de disparition et peut-être même aider à leur conservation. Mais ce n'est pas dans les frigos, en Norvège, sous la glace, que l'on va pouvoir effectivement conserver la biodiversité, surtout avec le réchauffement climatique. On dit souvent que les équilibres écologiques, et notamment la conservation des espèces et variétés, c'est un peu comme le vélo. C'est-à-dire, on ne maintient l'équilibre que dans le mouvement. Et le mouvement en sélection paysanne, c'est effectivement, dans un monde qui change, eh bien, la sélection, elle se fait en fonction des changements, notamment du climat. Donc il est clair que ce n'est pas la conservation en frigo qui va être devenir, mais c'est effectivement maintenir, même s'il y a des variétés qui ne sont pas utiles aujourd'hui, de les maintenir en culture dans des grandes gammes d'écosystèmes, pas forcément très vastes, mais de faire en sorte que les mutations qui ne manqueront pas de se produire permettent une sélection de variétés qui vont évidemment être mouvantes, mais plus adaptées aux modifications du climat, aux modifications des écosystèmes. C'est-à-dire qu'on va poursuivre ce processus de sélection qui s'accélère avec le réchauffement climatique. Malheureusement, là, ça va un peu vite, mais ancestral, et on peut l'accompagner. Après, c'est vrai quand même que le décryptage du génome nous a permis de comprendre quand même où se situent, quels sont les gènes qui sont à l'origine d'un certain nombre de fonctions, notamment de résistance ou de tolérance à des maladies ou des insectes prédateurs. Et c'est vrai qu'une fois décrypté ça, que ce soit par les techniques génétiques classiques ou que ce soit à travers la transgénèse, les OGM, eh bien, on se dit qu'il suffirait de les intégrer et on progresserait beaucoup plus vite. Alors, je suis très embarrassé sur des questions comme ça. Vous imaginez bien que le scientifique que je suis ne diabolise rien. C'est-à-dire, je m'interdis de dire je suis contre les OGM parce que j'aurais une religion contre les OGM. J'ai par contre des craintes. Et les craintes sont multiples. C'est ça d'ailleurs le problème. Il pourrait y avoir des avantages, ne serait-ce que les avantages que je viens d'indiquer. Favoriser le transfert d'un gène de tolérance beaucoup plus rapidement qu'avec la génétique classique. On ne va pas nier qu'il y a des avantages possibles
à cette technique en question. Dans les craintes, il y a des craintes liées directement à la technique même de la transgénèse, il ne faut pas le nier, et notamment le gène qu'on veut intégrer dans la plante, même s'il est très utile, qu'on veut intégrer, et c'est d'ailleurs pas celui-là, mais le gène qui va lui permettre de s'accrocher à l'ADN de la plante, eh bien il peut aboutir à des interactions avec d'autres gènes, gènes dormants, gènes non codants, dit dans notre jargon, gènes poubelles, disent certains. Vous savez qu'on partage des gènes en commun avec le bananier. Il y a des gènes dans notre ADN que nous partageons avec les bananiers, mais ça veut dire qu'on ne connaît pas les fonctions, ni chez nous, ni pour la banane. Mais le vrai drame qu'on découvre quand, par exemple, on commence à faire des essais sur des rats alimentés avec un OGM dans lequel on sait que la protéine sécrétée par le gène ne traverse pas l'épithélium intestinal, c'est-à-dire ne rentre pas dans le sang, et ne peut pas nous empoisonner. Et on découvre que ça a des effets délétères sur les rats. Question, mais alors, c'est incompréhensible. Oui, sauf que c'est peut-être justement la réactivation sur un gène dormant, et du coup, c'est beaucoup plus grave, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait même pas exactement la protéine qui est à l'origine de ces effets délétères. Donc oui, un minimum de précaution s'impose, du fait notamment de la technique. Un minimum de précaution s'impose du fait du choix déjà des gènes de la transgénèse. Et là, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, tel que c'est, aujourd'hui les OGM de première génération, de toute façon on attend déjà les deuxièmes, je ne sais pas si on les verra, mais les OGM aujourd'hui inscrits à la vente, alors là très clairement, c'est la poursuite des erreurs de la génétique antérieure. Avec une technique plus risquée, mais c'est la poursuite. J'ai besoin d'une résistance à ceci, j'ai besoin de cela, il y a une chenille qui attaque mon maïs, ben c'est mon maïs qui va empoisonner la chenille, parce que j'ai mis la toxine dans le maïs, où je fais sécréter par le maïs la toxine qui va tuer la pyrale. Mais évidemment, la chenille résistante à la toxine en question, la pression de sélection, on dit, excusez-moi, en sa faveur, va être beaucoup plus rapide que quand on employait les pesticides. Donc, les OGM de ce point de vue-là, d'aujourd'hui, tels qu'ils sont, honnêtement, on accélère tout ce que j'ai dénoncé tout à l'heure. Du coup, ben vous l'avez compris, c'est un plaidoyer pour revenir à une sélection qui n'est pas forcément qu'une sélection massale, mais une sélection paysanne. Et du coup, c'est vrai que ça nous amène à des dossiers. Est-ce qu'on va pouvoir échanger les vérités paysannes? Est-ce qu'on va pouvoir les commercialiser? Est-ce qu'il faut qu'elles soient inscrites à un catalogue? Le degré de la part des institutions, de contrôle des institutions, sur une sélection qui va être encore extrêmement diversifiée et paysanne. En tout cas, dans certains pays, et je parle du mien en France, l'inscription des quelques variétés dans un catalogue avec interdiction d'échanger et de vendre d'autres variétés que celles inscrites au catalogue, on n'a pas encore réussi à y mettre fin, mais ça ne saurait tarder. On va arrêter cette affaire-là. Oui, c'est une vraie rupture. La principale révolution qu'on va faire, c'est qu'effectivement, désormais, d'abord, le rendement, encore une fois, ce ne sera pas la plante. Et du coup, la sélection, ce ne sera pas le rendement de la plante, mais son aptitude à donner un rendement dans des cultures associées, ce qui est tout à fait autre chose. Donc c'est là, franchement, une vraie révolution technique, une vraie révolution scientifique. Et là, honnêtement, les institutions de recherche mondiales mettent un peu de temps à comprendre. Bonsoir professeur. Je m'appelle Gabriel, je suis un élève au lycée Ophé. Vous avez proposé un plan pour rémunérer les paysans qui s'étendrait sur l'agroécologie. Mais qui va payer pour ces plans de rémunération? Est-ce que ce plan pourra peut-être s'appliquer en France? Parce que la France a des moyens financiers plus importants comparé au Laos où je pense que ce genre de programme ne sera peut-être pas applicable. Oui, alors, c'est très juste. Dans un pays comme l'Europe, on va dire, les 27 ou 28 pays et la France, le fait que les autres secteurs de l'économie, l'industrie, le commerce, l'immobilier, puissent aider à subventionner l'agriculture et rémunérer l'agriculture pour les services environnementaux, dans un pays industrialisé, c'est facile.
Dans des pays où on demande à l'agriculture de financer l'industrialisation, c'est singulièrement plus difficile. Donc là, on est vraiment dans une différence de pays absolument considérable. En France, honnêtement, on n'est pas obligé de demander des impôts supplémentaires à un Français pour faire ce que j'ai indiqué là, une agriculture qui permettrait de remettre davantage de légumineuses dans nos associations et dans nos rotations. Honnêtement, les 9 milliards d'euros que perçoivent déjà nos agriculteurs, on les orienterait vers l'agroécologie, que ça ne coûterait pas plus cher aux contribuables, ce ne serait pas d'impôts supplémentaires. Ce serait une réorientation de subventions qui sont déjà données aux agriculteurs. Et moi, je serais pour qu'on ne fasse pas des subventions comme des aides, mais des rémunérations par une voie contractuelle, avec l'État certes, mais contractuelle, contract farming, pour des services environnementaux. Dans des pays plus pauvres, c'est la question du budget de l'État et de la part que l'État accorde à son budget pour l'agriculture. C'est une décision politique qui est de chacune des nations, et c'est vrai, ça demande parfois un courage politique pour des États que de consacrer un budget suffisant consacré à l'agriculture. Mais les ressources pour dissuader les agriculteurs de placer des techniques polluantes, coûteuses en énergie fossile. Bon, ben vous mettez un droit de douane à l'entrée des engrais azotés de synthèse, vous en doublez le prix, et avec le droit de douane, vous rémunérez les services environnementaux. Je pense que, y compris dans un pays pauvre, on peut encourager les productions qui fertilisent les sols par la voie biologique en azote, parce que tout simplement on aura rendu l'engrais azoté de synthèse plus cher, celui qui coûte en devise pour la nation, hein, donc c'est un coût pour la nation, c'est un coût pour l'agriculteur, une convergence d'intérêts. Il a voulu le taxer, vous verrez les agriculteurs vont tout de suite changer de technique. Vous mettez ça sur les pesticides. Le mieux c'est de raisonner quand même sur des politiques de rapport de prix que sur des mesures répressives qui supposeraient qu'il y ait des policiers derrière les agriculteurs. Donc, mais en même temps, toute mesure dissuasive par des taxes, ça crée une ressource budgétaire qui permettrait au contraire de rémunérer les services environnementaux. Dans certains endroits, on dit bonus-malus. Voilà, le bien est rémunéré. Comment on le rémunère? Et bien par la taxe sur ce qui est pas conforme à l'intérêt général. Il n'y a pas 36 solutions, hein. Mais on ne peut pas toujours demander plus d'impôts à consommateurs et autres. Non, non, il faut que l'agriculteur, dans ses choix libres surtout, puisse faire des choix conformes à l'intérêt général quand il pense à son intérêt privé. On n'est pas sans solution. Hein. Il y a des endroits où ça marche très bien. Ça va sans micro? Je sais pas que je m'apprends les termes, mais moi c'était une question sur l'hydroponie. Voici. Donc c'est la culture sans sol, simplement en injectant les éléments essentiels à la plante directement pour éviter l'apport trop important en nutriments. Voir si c'est une solution partielle d'avenir pour l'agriculture urbaine. Ça pourrait s'appliquer à grande échelle ou pas? Oh, la réponse, elle est... C'est pas une... Alors d'abord, effectivement, pour ce qui est de la qualité sanitaire du produit, on n'est pas loin d'une qualité bio. Au moins au niveau de cette hydroponie parvient les ingrédients qui sont mis dans la solution du sol, alors organique ou minéral, qu'importe, mais je veux dire, ça m'importe à la limite assez peu. Mais dans un premier temps, sur des petits éléments, etc., il n'y a pas les champignons pathogènes et autres, ça peut quasiment, pour la qualité sanitaire des aliments, j'ai à la limite rien à dire. Et c'est vrai que par rapport à l'agriculture dans le sol, c'est un peu plus difficile dans le sol, et il y a plus de tentatives de mettre ces produits pesticides. Donc ça pourrait plaider en faveur de l'hydroponie dans un premier temps. Je ne le nie pas. Après, le coût en énergie, évidemment, parce qu'on reconstitue des lumières artificielles, hein, là, ça ne séduit pas du tout. Ensuite, c'est pas l'hydroponie en tant que telle, c'est quand même directement lié à l'hydroponie. Les variétés qu'on va choisir pour être cultivées dans ces conditions-là, ben écoutez, c'est pas les variétés les plus riches en antioxydants, en oméga 3, enfin je veux dire, oméga 3 en antioxydants. Donc en fait, c'est une nourriture qui peut être saine, au moins ça a son avantage, mais c'est coûteux en énergie et en général, qualité nutritionnelle et gustative, zéro. Voilà. Et du coup, alors évidemment, Singapour, c'est des grandes villes, mais même comme ça, hein, je pense, c'est un peu l'illusion du fait du coût énergétique, surtout, même si progressivement on va pouvoir, dans la lumière qu'on va imposer aux plantes, ne mettre que les rayons
Est-ce que ça sera ultraviolet, infrarouge, etc. On saura doser autrement les choses, mais non, rassurez-vous, les villes vont quand même encore être alimentées avec, j'espère, des bons produits fermiers venant du sol. Et peut-être que Singapour continuera d'importer, mais est-ce si grave? Et alors, s'il y a bien une ville qui aurait bien tort d'investir dans ces choses-là, c'est le Brabant et Vientiane. Ah, qu'on fasse ça à Nabong à titre pédagogique, ça ne pose pas de problème. Hein. Mais présenter ça comme la voie d'avenir pour un pays qui est quand même dans l'Asie surpeuplée, un des moins densément peuplés, non, il y a des moyens d'accroître les rendements à l'hectare au Laos par des voies agroécologiques qui ne sont pas celles-là. Vous ne parlez pas pour le Laos, bien sûr. Oui, j'imagine. Merci beaucoup. J'imagine. Je pense que s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir arrêter et on pourra continuer, je pense, à discuter avec vous, Monsieur Dufumini, dehors, en prenant un verre. Très bien, bah écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas comment vous avez été aussi sage pour écouter des propos aussi professoraux. Voilà. Merci pour votre attention.